C'est l'image de la nuit des tirs à Washington, en plein dîner de correspondants de la Maison-Blanche. Donald Trump exfiltré par des membres du Secret Service. Sidération cette nuit aux États-Unis. Et la première image qu'on vous montre, elle est très impressionnante. Regardez ce qui s'est passé. Il est à peu près 21h aux États-Unis, pleine nuit à Paris. Et regardez ce qui se passe. Des tirs sont entendus dans la salle face à Donald Trump. Alors, il n'y avait pas du tout de panique, il y avait de la peur et on était tous journalistes assez aguerris au monde politique et c'est le dîner annuel, c'est un peu comme les Oscars de la politique une fois par an et ce dîner se passe derrière cette porte. Et derrière cette porte, eh bien, il y a à peu près 500 tables. C'est comme quand vous êtes dans une grande salle de fête, de mariage, de réception, des tables de 8 à 12 personnes avec sur une estrade le président des États-Unis et juste à côté de la porte gauche, eh bien, il y avait la table des journalistes de la presse étrangère. Et à 21h, entre 21h et 21h15, eh bien, au moment où le dîner commençait, après avoir entendu l'hymne américain, après avoir vu arriver sur l'estrade le président Trump, le vice-président Vance, la First Lady Melania Trump, eh bien, d'un seul coup, on a entendu 5 tirs énormes. Encore une fois, juste à côté de notre table, qui était derrière la porte. Le tireur était juste là. Là, avec Doreen Jarnias, on est revenu sur les lieux. Les autorités américaines nous laissent filmer ce qui est une scène de crime. Vous voyez, c'est délimité par des bandeaux jaunes. Le FBI est sur place. Le tireur, visiblement, est sorti d'ici. On vient à l'instant d'avoir des rideaux bleus qui ont été mis parce qu'il y a des ascenseurs derrière. Et c'est de là où le tireur est sorti. Selon le chef de la police de Washington, il était extrêmement armé, il avait aussi des armes, des couteaux sur lui et il a été arrêté ici par un agent des Secret Service. Le tireur a tiré sur cet agent des Secret Service qui a été protégé par son gilet pare-balles, qui a reçu une balle mais qui n'a pas pénétré dans son corps. La balle s'est arrêtée dans le gilet pare-balles et nous, eh bien, à l'intérieur de cette salle, on ne savait pas ce qui se passait. Très vite, le président Trump a été évacué et on était tous de manière très calme sous la table en train d'attendre et on a vu à peu près au bout de 5 à 6 minutes les membres du gouvernement être évacués extrêmement rapidement, à la fois par les agents des Secret Service mais aussi par le FBI. On a eu interdiction de sortir, on est resté dans un calme incroyable pendant 20 minutes à 1 heure. On a tous essayé d'appeler nos rédactions pour témoigner et je peux vous dire que d'une certaine manière c'est un hommage au journalisme ce qui s'est passé parce qu'on était tous unis en train tous avec nos portables de filmer pour témoigner d'un truc absolument exceptionnel, historique qui s'est passé au dîner des correspondants de la Maison-Blanche. On ne sait pas encore les motifs du tireur et s'il voulait vraiment tirer sur le président, l'enquête est en cours. Ça y est, les médias américains donnent tous son nom. Cette fois, il s'appelle donc Cole Thomas Allen. Il est âgé de 31 ans. Il vient de Torrance, en Californie. C'est dans la banlieue sud de Los Angeles. D'après le LinkedIn qu'on a trouvé de lui, il est ingénieur, développeur de jeux vidéo et à côté, il est aussi enseignant pour une entreprise de soutien scolaire. Pour l'anecdote, il aura même été élu prof du mois en décembre 2024. Ce qu'on sait sur cette attaque, c'est qu'il était donc muni de plusieurs armes, de multiples couteaux, d'armes à feu, notamment un fusil à pompe. Trump le décrit comme un fou, un malade, un assassin en puissance et un loup solitaire. Effectivement, le chef de la police de Columbia décrit effectivement que c'est le seul suspect. Et quand on lui demande pourquoi il était là, il suppose qu'il serait peut-être un client de l'hôtel. Alors, pourquoi il était là, qui est-ce qu'il visait, ça reste à déterminer. Son appartement est en train d'être fouillé. Lui, il a été arrêté. Il sera présenté demain à un tribunal pour être inculpé. Je ne veux pas que ces voyous, ces scélérats, ces fous change notre comportement et donc nous sommes restés mais les services secrets nous ont convaincus de ne pas continuer, c'est le protocole de sécurité, mais d'ici 30 jours nous allons réorganiser cet événement, j'y suis disposé et vraiment je voulais faire un discours et on m'en a dissuadé, vraiment j'aurais pu être un peu plus violent que ce soir.
Mais nous allons réorganiser cet événement. Vous avez fait un excellent travail. Toute forme de violence m'inquiète, mais je ne peux pas m'arrêter de travailler à cause de ça. Cette profession est dangereuse. Et certains présidents essuient des tirs. Si Marco m'avait dit que cette profession était aussi dangereuse, je ne me serais peut-être pas présenté. Cette profession est donc très dangereuse, mais je suis ici pour faire mon travail. Ça fait partie du travail, du contrat. Je crois que c'est une des professions les plus dangereuses, mais j'aime mon pays, je suis fier du travail que j'ai livré. Vous voyez ce qui est fait. Je crois que nous avons maintenant un pays qui va de succès en succès en seulement un an. Et nous allons passer à d'autres succès encore, mais cela comporte des risques, bien sûr. Alors là, on parle d'un sujet extrêmement sensible. Il y aurait eu des tirs hier soir lors de la soirée des correspondants de la Maison-Blanche. Et Donald Trump aurait été la cible principale. Tout pousse à croire que le tireur voulait atteindre le président. On ne va quand même pas là-bas pour viser un vice-président, un secrétaire d'État ou un simple haut fonctionnaire. Quand quelqu'un s'est introduit armé dans un événement pareil, avec Trump et J.D. Vance présents au même endroit, l'objectif principal paraît assez évident. Depuis des heures, cette information tourne en boucle partout. Les médias en parlent, mais ils évitent soigneusement de soulever les questions que des millions de personnes se posent déjà, notamment une question très légitime. Est-ce qu'il pourrait s'agir d'une mise en scène? Je précise immédiatement quelque chose parce que le sujet est très sérieux. Je ne suis pas en train d'affirmer personnellement qu'il s'agit d'une mise en scène. Je n'en ai pas les preuves et ce serait irresponsable de l'affirmer sans éléments solides. Mais il est normal d'analyser les incohérences, surtout quand on parle de l'un des événements les plus sécurisés des États-Unis. Sur place, il y a le président, le vice-président, des milliardaires, des journalistes influents, des hauts fonctionnaires, des responsables politiques, bref, le sommet du pouvoir américain réuni au même endroit. Donc forcément, quand un homme armé arrive jusque-là, les questions deviennent très légitime. D'abord, il faut comprendre ce qu'est la soirée des correspondants de la Maison-Blanche. Ce n'est pas un simple dîner mondain, c'est un événement annuel extrêmement symbolique qui réunit le président, le vice-président, des membres du gouvernement, la presse nationale, les grandes figures médiatiques et de nombreuses personnalités influentes. Donc, c'est à la fois politique, médiatique et stratégique. Cette année, Trump et J.D. Vance étaient tous les deux présents, le président et le vice-président réunis dans la même salle. Cela veut dire que le niveau de sécurité était au maximum absolu. Le FBI, le Secret Service, la police de Washington, le contre-terrorisme, la sécurité privée, le lieu était probablement l'endroit le plus sécurisé des États-Unis hier soir. Et pourtant, vers 20h36, un homme armé franchit en courant un poste de contrôle du hall de sécurité. Selon les premières informations, il était armé d'un fusil de chasse, d'un pistolet et de plusieurs couteaux. Trump et Melania ont été immédiatement évacués, J.D. Vance également. Le tireur a finalement été arrêté avant d'atteindre la grande salle de réception où se trouvait le président Trump. Il s'appelle Cole Thomas Allen, il a 31 ans et il vient de Californie. Trump a ensuite pris la parole lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche. Il a parlé d'un assassin en puissance et d'une attaque contre la liberté d'expression. Alors là, permettez-moi une petite parenthèse. Trump qui parle d'attaque contre la liberté d'expression, c'est quand même assez ironique. Lui qui, dès qu'un journaliste lui pose une question qui le met mal à l'aise, il coupe la parole, il change de sujet ou explique qu'il déteste le média pour lequel le journaliste travaille. Lui qui crie aux fake news dès qu'on lui rappelle ses contradictions. Lui qui traite régulièrement la presse d'ennemi du peuple. Le voir aujourd'hui se présenter comme défenseur de la liberté d'expression, c'est presque comique. Mais bon, ce n'est pas le sujet principal, avançons. Restons sur les faits. Alors, un homme armé a voulu atteindre Donald Trump et naturellement, cette affaire soulève plusieurs questions totalement légitimes encore, je rappelle. Première question. Cole Thomas Allen vient de Californie. Washington et la Californie, c'est plus de 4000 km. À titre de comparaison, c'est à peu près la distance entre la France et le Sénégal. Alors, comment a-t-il fait ce trajet? S'il a pris sa voiture, comment a-t-il transporté un fusil de chasse, un pistolet et plusieurs couteaux sur plus de 4000 km sans jamais attirer l'attention? Entre les contrôles routiers, les caméras, les péages, les stations-service, les éventuels contrôles de police, comment fait-on un trajet pareil avec un tel arsenal sans être repéré? Et s'il a pris l'avion, la question devient encore plus lourde. Comment embarque-t-on avec un fusil de chasse, un pistolet et plusieurs couteaux dans un aéroport américain avec les contrôles TSA, les détecteurs de métaux, les rayons X, les vérifications de bagages? Depuis le 11 septembre 2001, embarquer avec des armes sans déclencher immédiatement une alerte relève presque de l'impossible aux États-Unis. Alors déjà, rien que son moyen de transport pose énormément de questions. La deuxième question, qui est encore plus importante,
Comment a-t-il pu contourner tous les dispositifs de sécurité? L'hôtel Washington Hilton est inspecté plusieurs jours à l'avance quand le président doit s'y rendre. Le service secret vérifie chaque couloir, chaque accès, chaque étage. Des chiens renifleurs passent partout. Des tireurs d'élite sont positionnés sur les toits. Des périmètres de sécurité sont établis. Les invités passent par des portiques de détection. Les accréditations sont vérifiées plusieurs fois. Alors comment un homme armé d'un fusil de chasse, d'un pistolet et de plusieurs couteaux franchit-il en courant un poste de contrôle? Comment contourne-t-il les détecteurs? Comment approche-t-il suffisamment pour représenter une menace directe contre le président de la République? Dans toute l'histoire de la sécurité présidentielle américaine, ce serait une défaillance d'une ampleur extraordinaire. D'ailleurs, Trump lui-même, lors de sa conférence de presse, a critiqué l'hôtel en disant que ce n'était pas un bâtiment particulièrement très sûr, avant de se contredire quelques secondes plus tard en affirmant que le dispositif de sécurité était très sûr. Voilà, il dit une chose et son contraire dans la même phrase comme il le fait souvent. Et là, il y a un autre détail très intéressant. Dans toute l'histoire du dîner des correspondants de la Maison-Blanche, il n'y a jamais eu de tentative d'assassinat contre un président. Jamais. Cet événement existe depuis des décennies. Président républicain, président démocrate, ils y sont tous allés sans incident majeur. Et Trump, lui, depuis des années, refusait systématiquement d'y assister. Il boycottait ce dîner. Il disait ne pas vouloir y aller. Les journalistes le critiquaient régulièrement pour ça. Et la seule fois où il décide enfin d'y participer, il est attaqué. Comme quoi, il avait toujours eu raison de ne pas vouloir y aller. Et là encore, un détail n'a échappé à personne. C'est devant ce même hôtel Washington Hilton que Ronald Reagan avait été blessé par balle en 1981 lors d'une tentative d'assassinat. Et l'histoire de Reagan est intéressante pour une autre raison. Après cette tentative, sa popularité avait explosé. Les Américains se sont rassemblés autour de lui. Il est devenu pratiquement intouchable politiquement. Sa cote de popularité est remontée brutalement. Certains pensent aujourd'hui que Trump pourrait chercher exactement cet effet-là. Et là, on doit parler aussi du timing parce que comme pour la première tentative en 2024, le moment choisi soulève énormément de questions. La première tentative d'assassinat en juillet 2024 arrive en pleine campagne électorale. Trump lève le poing, le sang sur le visage, le drapeau américain derrière lui. Cette image devient immédiatement l'image la plus puissante de la campagne présidentielle. Des millions d'Américains ont vu en lui un martyr, un survivant, un héros, un homme qui avait frôlé la mort pour continuer à se battre pour son pays. Beaucoup d'analystes estiment que cette image a pesé très lourd dans sa victoire. Et aujourd'hui, même dans la sphère MAGA, certains commencent à exprimer publiquement des doutes sur cette première tentative. Des questions sur le jeune tireur, sur la sécurité du toit, sur les réactions du service secret et sur les incohérences du dossier. Et maintenant, arrive cette deuxième tentative, à quelques mois seulement des élections de mi-mandat de novembre 2026. Des élections cruciales, car si les démocrates reprennent la majorité au Congrès, ils peuvent bloquer Trump politiquement et peser fortement sur une procédure de destitution. Il faut le rappeler, une soixantaine d'élus démocrates demandaient déjà sa démission il y a quelques jours. Alors, une tentative d'assassinat, même ratée, changerait complètement le paysage politique. Elle mobilise les électeurs républicains, elle crée une vague de sympathie, elle transforme Trump en victime une seconde fois et les victimes aux États-Unis bénéficient presque toujours d'un immense soutien populaire. Il y a aussi une comparaison que beaucoup soulèvent. Barack Obama, premier président noir des États-Unis, a exercé 2 mandats complets, 8 ans. Il était haï par des groupes suprémacistes blancs, il recevait des menaces de mort documentées, des gens le traitaient publiquement d'Africain, de singe, des groupes racistes organisés l'attaquaient constamment. Et pourtant, Obama n'a jamais subi une seule tentative d'assassinat officiel. Pas une, en 8 ans. Trump, lui, en moins de 2 ans, en est déjà à sa 2e tentative. Ce n'est pas une accusation, c'est juste une observation. Mais c'est une observation qui, selon moi, devrait profondément interpeller. Trump, qui n'a pas d'ennemis à l'intérieur du pays, est celui qui est victime de 2 tentatives d'assassinat en 2 ans. Enfin, il faut regarder le contexte géopolitique. Trump est englué dans une guerre qui ne gagne pas, il bombarde, il bloque le détroit d'Ormuz avec ses destroyers, il donne des ultimatums qu'il prolonge lui-même, il veut négocier, mais l'Iran refuse. Téhéran expose ses missiles, refuse toute soumission et montre qu'il ne cède pas. Trump apparaît affaibli sur la scène internationale. Sur le plan intérieur, ses sondages chutent. Les démocrates parlent de destitution, même certains alliés républicains commencent déjà à douter, et dans ce contexte précis, surgit une tentative d'assassinat
assassinat contre sa personne. Des millions d'Américains vont voir cette image et beaucoup vont oublier l'Iran, oublier les élections de mi-mandat, oublier les difficultés économiques, oublier les critiques. Ils vont juste se concentrer sur une seule chose. Quelqu'un a essayé de tuer notre président. Alors, était-ce une véritable tentative d'assassinat ou simplement une immense diversion politique? Chacun tirera ses propres conclusions. C'était tout pour moi pour cette vidéo. Que la paix soit avec vous. Ciao.